8h15 sur Sud Radio, c'est l'heure du petit déjeuner politique et nous accueillons Madame Yaël Braun-Pivet, députée LaREM des Yvelines et présidente de la Commission des lois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Yaël Braun-Pivet, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Alors on va bien sûr largement revenir avec vous sur l'évolution du pass sanitaire en pass vaccinal, car après le passage lundi en Conseil des ministres, le projet de loi prendra la direction de la commission que vous présidez. Ce sera dès le 29 décembre prochain, mercredi, ce qui explique aussi que vous portiez le masque. C'est nécessaire pour prendre aucun risque en tout cas et être bien présente sur cette commission des lois que vous avez vous allez présider. Pourquoi est-il si indispensable déjà ce pass vaccinal? Parce qu'on a quand même un très beau bateau de vaccination en France et puis le variant Omicron semble moins virulent que les précédents, non ? Alors vous avez raison, on a un très fort taux de vaccination, c'est ce qui fait notre spécificité et il semblerait, mais il faut quand même rester très prudent, que le variant Omicron soit moins virulent et moins dangereux et provoque moins d'hospitalisation. Mais tout cela est vraiment, ce sont des connaissances qui doivent être affinées, les études arrivent tout doucement et donc il faut être extrêmement prudent. On voit que tous les pays autour en Europe commencent à adopter des mesures de restriction fortes, fermeture des restaurants, fermeture des bars, des lieux de convivialité, les théâtres, etc. Certains pays reconfinent ou remettent du couvre-feu et nous faisons un autre choix. Nous pensons qu'aujourd'hui nous pouvons nous passer de mesures de restriction de liberté fortes, telles que du confinement ou du couvre-feu, mais qu'il nous faut renforcer notre vigilance et pour ce faire, nous faisons le choix du pass vaccinal qui va permettre, nous l'espérons, de rester avec ces mesures-là et de ne pas aller plus loin. Nous franchissons donc une étape supplémentaire sans repartir vers des mesures très, très fortes de restriction de liberté. Jusqu'à moins 70% d'hospitalisation quand même, Yaël Braun-Pivet, c'est ce qu'indiquait. Alors c'est une étude très sérieuse, analyse de l'agence de sécurité sanitaire britannique. Du côté de l'Afrique du Sud, on voit que clairement par rapport aux précédentes vagues, au niveau du nombre de décès, ça n'a rien à voir, clairement. Est-ce que on se dit pas à un moment, le gouvernement dramatise trop sur ce sujet-là? Pourquoi ajouter ici des contraintes qu'on n'avait pas avant avec des variants auparavant qui semblaient moins virulents? Alors, il semble moins virulent, mais encore une fois, avec une contagiosité beaucoup plus forte, ce qui provoque aujourd'hui un encombrement important de nos services de réanimation et de nos hôpitaux. On voit encore une fois que les autres pays européens sont beaucoup plus fermes dans les mesures qu'ils prennent. Nous, justement, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Je crois qu'aujourd'hui, il serait irresponsable de ne pas agir face à ces contaminations qui sont très fortes et qui continuent à augmenter. Donc nous souhaitons agir et encore une fois, il s'agit de protéger nos compatriotes, de protéger les Français, tout en restreignant le moins possible leur liberté et en préservant leurs droits. Vous savez, on parle moi j'entends certains qui disent passe vaccinal, c'est une restriction de liberté. Mais si on arrive, grâce à ces mesures, à permettre à nos écoles le 3 janvier d'être ouvertes et donc à nos enfants de continuer à apprendre, c'est le droit à l'instruction. Et ce droit, il est aussi important. Il y a encore un si sur la rentrée scolaire. Pardon ? Il y a encore un si sur la rentrée scolaire. Non, il n'y a pas un si sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire se tiendra comme d'habitude le lundi 3 janvier. Vous dites des mesures moins fermes, moins restrictives que dans d'autres pays à l'étranger. Pour autant, on apprend qu'a priori dans ce projet de loi, en plus du pass vaccinal, on aurait besoin pour aller dans certains lieux, d'un test négatif. Ça veut dire quoi ça? C'est qu'il faudra se faire tester obligatoirement avant d'aller au café tous les jours? Alors ce n'est pas ça qui est envisagé. Pour aller dans un lieu tel que le café, il faudra un pass vaccinal. Ça c'est certain, en tout cas c'est ce qui est dans le projet de loi. Et la majorité au Parlement soutient cette initiative. Après, vous savez, pour aller par exemple dans certains pays, il faut présenter un pass vaccinal plus présenter un test négatif. Donc c'est tout à fait la même idée. Par exemple, on voit qu'on a certains territoires d'outre-mer sur lesquels on demande un test soit PCR, soit antigénique négatif en plus du certificat de vaccination. Donc on est plutôt dans cette idée-là de pouvoir permettre la combinaison des deux lorsque c'est nécessaire, type voyage en outre-mer, etc. Donc là on parle vraiment, alors c'est les voyages, les transports plutôt, les longs transports finalement. Ça concerne d'autres lieux éventuellement en tout cas,
Alors ça sera par décret, soumis bien évidemment au Conseil d'État. À ma connaissance, on n'est pas sur des lieux de la vie quotidienne pour ce double contrôle, passe vaccinal plus justification d'un test négatif. On est vraiment sur des circonstances exceptionnelles lorsque ça le justifie vraiment. Et tout le monde comprend bien que sur un voyage en outre-mer, sur un territoire par exemple, c'est ce qui se passait sur la Nouvelle-Calédonie par exemple, ou les Antilles qui étaient jusque-là assez préservées de l'épidémie. On s'assurait que les personnes arrivaient complètement saines du Covid. Autre mesure qui fait beaucoup réagir, Yael Braun-Pivet, c'est le contrôle d'identité par les professionnels de ce futur pass vaccinal. Est-ce que ça doit vraiment être leur mission aujourd'hui? Et est-ce que vous y êtes tout simplement favorable à titre personnel? Alors ça n'est pas tout à fait un contrôle d'identité. Vous savez, c'est un rapprochement entre l'identité de la personne et le pass qu'elle va montrer pour s'assurer que le pass correspond bien à la personne qu'il présente. On a plus de 200 000 faux passes aujourd'hui qui circulent. C'est un contournement des règles. Ça peut être au final. Alors c'est moi j'espère que ça correspond exactement à la réalité des choses. Malheureusement, vous savez comment il est difficile de mesurer ce type de phénomène. Il se peut que ce soit beaucoup plus. Maintenant, lorsque vous êtes au supermarché et que vous payez avec un chéquier, on vous demande de présenter votre pièce d'identité pour s'assurer que vous êtes bien légitime à payer avec ce chèque. On est dans le même registre. On n'a pas un contrôle d'identité, c'est soumettre une identité à un fichier de police. Le professionnel, à ce moment-là, si ça correspond pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à lui-même, c'est lui qui va refuser justement. Ça veut dire que c'est un faux pass, donc il refuse juste l'entrée du client puisque le pass n'est pas valide. Et c'est constitutionnel à ce niveau-là justement d'avoir ce refus-là? Il n'y a pas de raison que bien évidemment, c'est constitutionnel puisque la loi prévoit que l'accès dans certains lieux est soumis à un pass vaccinal. La personne n'a pas son pass vaccinal et en plus présente un faux pass. Évidemment que c'est constitutionnel qu'elle ne puisse pas rentrer dans les lieux. Vous comprenez que certains s'inquiètent de potentielles dérives, de dire c'est un citoyen contrôler finalement un autre, puisque la mission de police, ça reste quand même à la base une mission régalienne. Vous comprenez ces inquiétudes-là? Encore une fois, ce n'est pas un contrôle. Est-ce que quand vous êtes citoyen et que vous allez au supermarché, que vous payez avec un chèque, vous êtes atteint dans vos libertés si la caissière demande votre pièce d'identité pour vous s'assurer que c'est vous qui êtes le propriétaire du chèque. Moi, je ne trouve que quand même il faut raison garder. Encore une fois, le contrôle d'identité, c'est lorsque vous allez vous référer à un fichier pour s'assurer que la personne n'est pas recherchée, qu'elle n'est pas soumise à une enquête de police, etc. Ça n'est pas du tout le sujet. En revanche, c'est un fléau d'avoir des faux passes en circulation et les personnes qui sont titulaires de ces faux passes se mettent en danger. On a bien vu l'exemple d'une personne qui a été hospitalisée, qui a été malheureusement mal soignée et qui en est décédée parce que les médecins pensaient qu'elle était vaccinée. Il faut que chacun soit responsable et il faut que chacun prenne sa part dans la situation et dans la lutte qui est la nôtre aujourd'hui. Une photo sur les passes sanitaires, c'est pas envisageable? Alors, ça pourrait... Ça simplifierait tout. Alors, oui, non, mais vous avez raison, ça pourrait être intégré dans l'application. Moi, je n'y avais pas pensé comme particulièrement. Le pass sanitaire, ça règle le problème, et les contrôles d'identité, ça règle le problème. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Voilà. Merci, mais il faudrait effectivement, c'est une bonne idée parce que ça permettrait de simplifier la reconnaissance et l'adaptation du pass avec la personne qui dit en être propriétaire. Donc pourquoi pas? Yael Braun-Pivet sur Sud Radio, je rappelle donc vous êtes la présidente de la commission des lois, commission qui étudiera le projet de loi du gouvernement à partir de mercredi prochain. C'est quoi le rôle concrètement, votre rôle en tant que présidente de commission, et sur quel sujet vous allez être particulièrement vigilant? Est-ce que vous allez avoir des marges de manœuvre par rapport à ce que propose le gouvernement? Alors on a toujours des marges de manœuvre au Parlement. Le Parlement, c'est vraiment le lieu du débat, le lieu de la confrontation d'idées et le lieu d'expression de toutes les idées politiques, puisque chaque groupe politique y est représenté. Et la commission, c'est un petit hémicycle, c'est une petite séance publique. Donc nous effectuons le travail préparatoire, examen du texte. Nous allons auditionner le ministre de la Santé qui va venir nous présenter en commission mercredi les raisons pour lesquelles justement il estime qu'il y a besoin de ce texte, et il va nous présenter la situation sanitaire et les dispositions qui sont contenues dans le texte. Et après, le rôle de la présidente de commission des lois, c'est d'organiser ces débats, donc de convoquer le ministre, d'organiser les débats, de faire voter
les amendements et nous modifions le texte de loi. Donc le texte de loi qui est présenté par le gouvernement ce ne sera pas le même que celui qui sera examiné dans l'hémicycle. Il aura été modifié par la commission des lois. Vigilance sur quoi? Sur les libertés? Vigilance constante sur les libertés. Il faut que les mesures que le gouvernement souhaite appliquer soient proportionnées, qu'elles soient nécessaires. Et donc le Parlement s'assure de cette nécessité et de cette proportionnalité. Il faut vraiment qu'on n'ait pas le choix et que pour atteindre les objectifs de protection de nos compatriotes, nous n'ayons pas le choix et nous devions prendre ces mesures. Donc on en discute et puis après nous nous assurons qu'il y a bien toutes les garanties possibles pour que justement nos concitoyens soient le mieux protégés. C'était nécessaire d'avancer le calendrier justement par rapport à ce projet de loi. On voit du côté des oppositions, il y a pas mal de critiques, absence de débat démocratique, on veut aller trop vite. Finalement l'urgence sanitaire prend le pas sur l'état de droit. Vous répondez quoi? Je leur réponds que nous, en commission des lois, justement, depuis le début de la crise sanitaire, donc depuis presque 2 ans, j'ai consacré 25% du temps d'activité de ma commission à l'état d'urgence sanitaire et au texte de vigilance sanitaire. 25% de l'activité de la commission des lois, parce que c'est important, qu'il s'agit de liberté publique, il s'agit des libertés de nos concitoyens, et donc que le temps démocratique est très important, fondamental, et que nous ne devons pas mégoter sur le temps que nous passons à examiner ces textes-là, et c'est ce que nous faisons. Après, j'invite les oppositions à venir débattre mercredi prochain avec le ministre de la Santé, à venir en commission des lois, justement, parce que le Parlement, c'est le lieu du débat. Ce n'est pas seulement les plateaux télé ou les posts sur les réseaux sociaux. Donc les oppositions sont... Pour vous, ce pass, il doit être garanti jusqu'à quand, ce pass vaccinal? Parce qu'il y a ça. La question de la deadline, elle se pose beaucoup, encore plus avec l'élection présidentielle qui va arriver vite. Alors vous avez raison, la deadline, elle existe. Nous avions décidé que les textes de vigilance sanitaire s'appliqueraient jusqu'en juillet 2022. Donc la deadline, elle est fixée. Si le gouvernement veut aller plus loin, il faudra à nouveau un vote du Parlement pour l'autoriser à aller plus loin. Et c'est ça aussi, le contrôle démocratique, c'est des rendez-vous réguliers à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que le Parlement vote ces textes. Il ne s'agit d'aucune façon de décision unilatérale du gouvernement. Le gouvernement espérait justement que le texte soit voté d'ici la mi-janvier. L'objectif que vous vous donnez vous-même du côté de l'Assemblée nationale, du côté du Parlement, c'est quoi? Quelle date? Vous avez déjà une idée? Alors c'est effectivement la première semaine de janvier. Assemblée donc 29 en commission, le 3 janvier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, probablement le 5 et le 6 au Sénat. Et donc nous pourrions faire ce qu'on appelle une commission mixte paritaire dès le vendredi ou même le samedi. Il n'y a jamais, le Parlement travaille 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Donc en tout cas, nous avons vraiment le besoin d'aller vite, et le Parlement sait aller vite, mais ça ne veut pas dire, quand nous allons vite, que nous travaillons moins ou que nous bâclons le travail et le débat, bien au contraire. Avec le Conseil constitutionnel aussi qui rendra son avis. Le problème, c'est que sur le pass vaccinal, on a clairement, en tout cas, on a l'impression d'une forte discrimination entre les vaccinés, disons-le clairement, d'un côté, les non-vaccinés de l'autre. Est-ce que vous pensez que ça peut passer ici le cap du Conseil constitutionnel? Vous ne doutez pas qu'il s'oppose justement à Le Conseil constitutionnel a toujours validé les textes de loi que nous avons votés et qui créaient le pass sanitaire et qui l'ont ensuite étendu. Le Conseil constitutionnel, justement, apprécie la proportionnalité, la nécessité de prendre une telle mesure. Je ne doute pas. Donc vous avez confiance? J'ai confiance parce que nous voyons bien aujourd'hui que c'est une mesure qui est indispensable pour, encore une fois, préserver et protéger nos concitoyens et permettre l'exercice le plus complet possible de toutes nos libertés, de tous nos droits, liberté d'aller et venir, droit à l'instruction, liberté de commercer, liberté d'aller dans des lieux de loisirs. Tout cela est permis grâce justement à une sécurité sanitaire renforcée que permet le pass sanitaire et le pass vaccinal. Ce mois de janvier s'annonce déjà bien compliqué au niveau, alors sur le plan économique, le conseil scientifique qui évoque, rappelons-le, la possibilité de frôler les 100 000 cas par jour, sans parler des cas contacts, avec donc un risque important qu'Omicron désorganise vraiment la société, c'est ce que disait le conseil scientifique. Il y a urgence aujourd'hui à repenser notamment les règles d'isolement des malades, des cas contacts, Yaël Braun-Pivet.
Alors effectivement, j'ai entendu les recommandations de Monsieur Delfraissy, en tout cas ses préoccupations, elles sont importantes et compte tenu du nombre de cas, il faut probablement revoir les règles d'isolement. D'ailleurs, j'en profite pour penser à tous ceux qui sont isolés là Bien pour sûr, les fêtes de fin d'année, il y en a beaucoup et on pense bien à eux. Et on pense bien à eux justement parce qu'ils prennent leur part. Et que ces personnes-là, ils jouent le jeu de l'isolement, ils sont responsables, mais c'est important parce que dans une période comme ça, si chacun prend sa part et joue son rôle, c'est ce qui nous permettra de nous en sortir. Donc c'est important et je veux vraiment les saluer. Je crois que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a saisi justement Monsieur Delfraissy et le Conseil scientifique pour qu'il propose de nouvelles règles d'isolement compte tenu de la situation. Avec moins de jours peut-être sur l'isolement, c'est envisageable en tout cas. C'est envisageable, mais moi... Pour le coup, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire ce qu'il faut faire et je regarderai ça avec attention. Bon, on est à 3 mois et demi du premier tour de la présidentielle et finalement on en parle très peu. En ce moment, on parle surtout du Covid. Vous n'avez pas peur que le variant Omicron, le Covid, n'éclipse totalement finalement cette campagne présidentielle? C'est un risque démocratique. Alors c'est un risque démocratique, moi je ne partage pas cela. Vous savez, lorsque vous prétendez à exercer les plus grandes fonctions dans notre République, il est important d'être en capacité de gérer une crise sanitaire telle qu'elle est en ce moment. Et on voit bien que certains candidats, de par leurs propositions soit erratiques, soit complètement irresponsables, démontrent leur incapacité à tenir la barre dans un tel moment. Donc je crois au contraire que dans un moment démocratique aussi important tel que celui-là, il est important pour chacun de bien mesurer la responsabilité qui serait la sienne s'il était aux commandes de l'État et donc de cesser de faire des propositions qui mettraient clairement les Français en danger. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, au principe du vote par correspondance, si ça devient nécessaire? Est-ce que c'est envisageable pour vous? Est-ce que vous le souhaitez éventuellement? Alors, ce sont toutes ces modalités de vote, vote par correspondance, vote électronique, vote anticipé, vote sur le lieu de travail, tout cela, ce sont des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on réfléchisse, qu'on les sécurise. Moi, je suis favorable à tout ce qui va permettre à nos concitoyens de revenir vers les urnes. Donc, si ces méthodes le permettent dans des conditions de sécurité optimum, n'hésitons pas à aller vers cela. À l'Assemblée nationale, nous avons lancé sous l'égide de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, une mission pour réfléchir sur l'abstention et les conclusions de cette mission préconisaient justement d'essayer d'expérimenter sur des élections locales toutes ces différentes modalités de vote pour voir justement si c'est fonctionnel, si ça a un impact, si on arrive à le sécuriser et si c'est le cas, eh bien il faudra le développer, mais essayons. Donc, et allons-y progressivement. Suite, en tout cas. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite parce qu'il faut le sécuriser encore une fois. Il s'agit vous savez, le vote, c'est le moment le plus important dans une démocratie. C'est le moment où chaque citoyen va exprimer son opinion et va donner mandat à une personne, à un élu, d'agir en son nom. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors sur la question de l'abstention, est-ce que vous comprenez par exemple qu'aujourd'hui on a entre 12 et 14% des Français qui se disent moi je suis prêt à voter pour Éric Zemmour. Il n'a pas ses parrainages. Il dit peut-être qu'il ne les aura pas. Est-ce que vous comprenez justement que ça soit un problème peut-être en termes de démocratie là aussi? Alors c'est un autre sujet, mais effectivement la question des parrainages, vous savez, elle est très ancienne et elle permet à l'élection présidentielle de s'assurer du bien fondé d'une candidature, de son sérieux, parce que il faut savoir, on parle toujours des remboursements des frais de campagne à 5%, mais il faut savoir que en dessous de 5%, vous avez un plafond de remboursement qui est à peu près de 800 000 € pour tout candidat à l'élection présidentielle, quel que soit son score. Donc les parrainages à une élection présidentielle permettent de faire un filtre pour s'assurer que les candidatures sont sérieuses. Vous savez aujourd'hui... Donc pas de réforme là-dessus des parrainages. Non, mais le temps file, je suis désolée. Mais vous avez 36 000 maires en France, donc je pense que... Et on garde la publicité autour des parrains. Il n'y a pas d'anonymat là-dessus. Tout à fait. On est en démocratie, on est en République. Moi, je pense que c'est une bonne règle qui nous assure du sérieux de chaque candidat. Encore une fois, nous avons 36 000 maires en France. Je crois que le nombre de parrainages n'est pas démesuré compte tenu du nombre d'élus. Merci beaucoup Yaël Braun-Pivet, je rappelle, députée LREM des Yvelines, présidente de la commission des lois. Merci à vous, bonne fête.